Je ne connais rien à TikTok, mais j'ai monté un compte à 400 000 abonnés en 3 mois parce qu'il y a seulement 2 compétences que j'ai. C'est quand tu maîtrises ces 2 choses-là, en fait on s'en fout de la plateforme, des petites techniques algorithmiques. Ça se périme, tu vois, vraiment c'est les compétences profondes. Il y en a, ils vont dépenser 6 ou 10K pour avoir un résultat que toi tu vas peut-être mettre 500 balles à avoir. Tu as mis 7 ans à construire une audience, tu l'as doublé en 3 mois. La pratique est beaucoup plus importante pour l'apprentissage que la théorie. Tu peux étudier tous les bouquins, acheter toutes les formations que tu veux, si tu fais rien derrière ou que tu appliques très timidement, tu vas avoir une courbe d'apprentissage très très longue et très très lente et peu efficiente. Faire des vues pour faire des vues, je me suis rendu compte bien avec ça que ça n'a aucun intérêt. Les abonnés ça remplit pas le frigo, les vues ça paye pas les factures. Bonjour à tous, j'accueille aujourd'hui Emilio. Salut. Comment vas-tu Emilio? Ça va super bien, merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Bah écoute, merci à toi de répondre présent ici. Toi qu'on voit partout, ou qu'on a vu partout peut-être, éventuellement sur Internet, YouTube, TikTok, Short. Partout, peut-être pas non plus à ce point-là, mais c'est vrai que j'ai fait l'année dernière, principalement en 2022, fin 2022, j'ai fait pas mal de vues avec YouTube Shorts, TikTok et un petit peu Instagram, et surtout YouTube Shorts et TikTok. C'était un nouveau format que je testais et ça a fait, je crois en 6 mois, ça a fait 150 millions de vues en pur organique. Même moi, je ne m'attendais pas à ce que ça marche autant. J'avais fait au début un défi 30 jours, je me suis dit je vais faire un petit shorts par jour pendant 30 jours. Et je m'étais fixé un objectif que je trouvais très ambitieux, qui était de faire 10 millions de vues en 30 jours. Finalement, ça a fait 41 millions de vues sur toutes les plateformes, donc j'ai pété mon objectif là-dessus. Et plein de gens m'ont peut-être découvert comme ça, mais après ça fait longtemps que je suis sur le web. J'ai commencé en 2016 avec une petite chaîne YouTube sur le développement personnel, que j'ai toujours aujourd'hui. Aujourd'hui on est à 700 000 abonnés sur la chaîne, je l'ai bien fait grossir au fil des années, ça a été mon focus principal. J'ai aussi un business, je vends des infoproduits, formations en ligne, alors à la fois sur le développement personnel, un petit peu sur le business en ligne, la création de contenu. J'ai une formation sur la bourse aussi. Enfin voilà, c'est des problèmes que je résous dans ma propre vie. Je les solutionne et ensuite je vends la méthode. C'est un petit peu mon modèle à l'heure actuelle depuis toujours. Contrairement à toi d'ailleurs qui a testé beaucoup de business, moi depuis que je me suis lancé, je fais un truc, c'est ça, c'est les réseaux sociaux, organiques, je fais même pas de pub. J'ai testé 2-3 fois mais j'ai jamais vraiment accroché. Mais ce qui marche pour moi c'est ça, je m'amuse bien et j'ai envie de vraiment voir jusqu'où on peut aller là-dedans, de creuser ce business model de l'infoprenariat qui est plutôt cool. Enfin, moi j'aime bien, voilà. Qui permet de vivre en Thaïlande. Ouais, notamment c'est qu'on est en Thaïlande là. On est en Thaïlande, à Bangkok. Ouais, tu vis en Thaïlande du coup? Après je vais rebondir sur ce que tu as dit. Donc je me suis lancé sur le web en mai 2016 et je suis parti en Asie d'abord pour un voyage en janvier 2017, donc à peu près 8 mois après m'être lancé. À l'époque j'étais en mode backpacker, j'avais pas de thunes. J'avais une petite audience de 3000 abonnés sur YouTube. Pas mal, donc tu t'es parti avec une audience directe alors? Je suis parti avec 3000 abonnets et j'avais pas de source de revenus encore. J'avais 500 balles sur mon compte en banque quand je suis arrivé, j'avais pas le billet retour. Et donc je suis vraiment parti avec 3 slips, ma caméra et mes 500 balles sur mon compte La Banque Postale. Et c'était vraiment à l'arrache quoi. Mais voilà, au moins j'ai entre guillemets brûlé mes navires, ce qui a fait que j'ai pas eu le choix. Ça m'a foutu un stress énorme, surtout au début. Et j'étais très parano, je pensais que j'allais complètement partir en couille, pas de thunes, obligé d'appeler mes parents pour qu'ils m'envoient en urgence. Parce que je me voyais déjà en train de crever la dalle dans une ruelle au fin fond de Bangkok, à côté des rats. Donc il fallait absolument que je fasse de l'argent. Et pour la petite anecdote, j'ai des potes, ça les fait marrer ça, mais je mangeais tous les jours un seul repas par jour, donc j'étais extrêmement maigre. Et c'était du riz et des bananes, du 7-Eleven, parce que ça coûte pas cher. Je comptais les centimes quoi. J'étais encore dans ce mindset là de je veux couper un maximum les dépenses parce que j'ai rien. Mais après j'ai lancé donc des formations, développement personnel, sur ma petite chaîne YouTube. Ça, j'ai fait mes petits 500 balles comme ça. De fil en aiguille, j'ai rebondi, et j'ai augmenté mes revenus, je me suis formé. Parce qu'au début, c'était zéro au niveau marketing. J'étais vraiment juste avec mon petit YouTube. Je lance une petite formation par-ci par-là, mais niette au niveau marketing. Mais j'ai appris, du coup, évidemment. Tu vendais d'abord, c'est-à-dire quand tu avais tes 3000 abonnés avant de venir en Thaïlande, tu avais déjà fait un peu d'argent ou tu avais cumulé une audience par notoriété, ou tu commençais, tu avais déjà fait un test and learn, un test and proof d'argent sur Internet, ou tu es parti? Ouais, vas-y. Alors, j'ai lancé ma première formation vidéo, je dirais, alors c'était en septembre 2016, donc peut-être 4-5 mois après m'être lancé.
C'était une formation où je m'étais complètement planté. J'ai vraiment tapé à côté de la plaque. C'était arrêter de fumer avec la programmation neurolinguistique. Donc un truc ultra ciblé qui correspondait pas du tout aux besoins de mon audience. Je vendais 27 € la formation au lieu de 37 pour le lancement. J'ai fait 2 ventes. Mais ça ne m'a pas découragé parce que c'était pas à zéro, tu vois. C'était pas grand chose, j'allais peut-être me payer 1 ou 2 restos avec ça, mais c'était pas zéro. Et donc je me suis dit, ok, je vais apprendre des erreurs que j'ai faites sur celle-là. Et la suivante, je crois que c'était novembre-décembre de la même année, j'ai fait peut-être 200 €. Donc tu vois, déjà, je voyais un x4. Je voyais pas, c'est pas encore assez, mais putain, j'ai fait x4, donc la prochaine fois, peut-être je ferai 1000. Et après, ça ira. Et donc j'avais ce truc-là qui me donnait quand même la confiance quand je suis parti en Asie. Et que j'ai commencé à voyager. Donc après, j'ai voyagé pendant 5 mois. J'ai fait la Thaïlande, j'ai fait le Laos, la Malaisie, le Vietnam. J'ai fait Bali en Indonésie. 5 mois pendant lesquels j'ai appris plein de choses. J'ai vu du pays. J'ai rencontré des entrepreneurs qui vivaient sur place. Ça m'a beaucoup d'ailleurs aidé. Voilà, ça m'a vraiment fait évoluer mentalement, sortir de cet état d'esprit de youtubeur backpacker pour voilà, avoir quand même une structure un peu plus solide. Alors, petite anecdote, moi, la première fois que je t'ai vu sur Internet, j'étais entrepreneur, j'étais encore en France, et tu avais une chaîne. C'est une feuille. C'est ça. Verfeuille, Verfeuille. C'est une feuille verte, ouais, je m'en rappelle. Ouais, je me rappelle. Je crois c'était même un fond blanc. Non, je suis pas sûr du fond blanc. Je sais qu'il y avait la feuille comme ça, mais. J'avais fait mon petit logo. Ouais. Tout ça, Et c'est la première fois que je t'ai vu. Et moi, je trouvais justement à l'écran, pour un YouTuber, que ça dissonnait un peu. Je te donne mon avis objectif de ce que j'avais vu à l'époque en tant que j'y connais rien à YouTube, machin. Mais ouais, c'était un peu frais. C'était pas trop mon délire, moi, développement personnel, machin. Mais pour moi, tu fais partie de la génération, la deuxième génération. La première, pour moi, c'est tout ce qui est Amaker, Olivier Roland, Jean Rivière, Sébastien Tissier, qui en fait partie aussi, tu vois, un peu ça. Et après, la deuxième génération, donc tout ce qui est, on va dire, pour moi, la transition était Léo Guillot. C'est tout ce qui est, excuse-moi de la référence, qui était Enzo, Honoré, toi, même si c'est pas du tout les mêmes choses, mais c'est un peu cette génération-là. Et je trouvais que ouais, vous avez cassé YouTube en fait. Et aujourd'hui, je vais dire simplement, pourquoi je dis que vous avez cassé YouTube, c'était un contenu frais qu'on voyait pas en fait. Et ce que tu faisais, je trouvais ça très intéressant quand même parce que c'était lié à du développement personnel, mais lié à ce que toi tu faisais. C'était assez authentique sur tes expériences au départ. Tu parles justement d'arrêter de fumer, mais du coup, moi je l'ai su plus tard, il y a pas si longtemps, que ouais, justement, c'était lié finalement à ce que tu voulais faire ou si tu voulais arrêter de fumer. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça, pas de par tes expériences. Ouais, ça a toujours été ça. Moi, j'ai jamais eu cette mentalité je vais prendre ça, peut-être ce sera mieux, de fake it until you make it, tu sais, de me prendre pour un expert. Alors, je sais qu'il y en a qui ont fait ça, mais ouais, moi, je n'étais pas à l'aise. Et donc, je me suis dit, je vais plutôt me positionner un peu comme juste un gars qui fait ses expériences dans la vie, qui a envie de s'améliorer, qui fait son chemin et c'est un petit peu le concept qu'on entend beaucoup aujourd'hui, build in public, tu sais. Où tu vas montrer ton évolution, tu vas montrer tes galères comme tes succès. Et ouais, j'ai fait ça. Et quand je résolvais mes propres problèmes, j'apprenais à être productif, j'apprenais à avoir des bonnes habitudes dans ma vie, de me lever tôt, de mettre en place des routines matinales, ce genre de choses. Puis ensuite, j'apprenais à faire grossir une chaîne YouTube. Toutes ces choses-là, je créais des petits produits d'information pour... c'est jamais des trucs très chers au départ. Tu produis à 50, 100 balles, quoi. Et c'était comme ça que j'ai construit mes premières sources de revenus. Et bon, j'avais un petit peu la monétisation au début aussi de YouTube, c'est l'AdSense. Bon, aujourd'hui, c'est plus grand chose en proportion. Mais ouais, je me suis toujours épanoui dans ce business model-là parce qu'il faut avouer qu'il y a quand même beaucoup d'avantages aux infoproduits puisque tu as des marges importantes. Quand tu sais faire surtout du trafic organique, tu n'as pas à payer de la pub. Tu vends à ton audience, si tu fais du bon travail et tes clients reviennent, moi j'ai des clients, ils rachètent beaucoup. Quand tu es là depuis longtemps, des fois c'est marrant parce que ceux qui m'envoient des messages les plus longs et les plus authentiques, les plus sympas, ils me disent toujours, je te suis depuis 2016 ou 2017. Putain, mais il n'y avait pas beaucoup de monde à cette époque-là. Et pourtant. Ouais, ils sont toujours là, mais c'est super. Moi j'aime bien ce côté-là. Après j'ai eu aussi l'occasion de tester des formats qui ont fait beaucoup plus mainstream. Avec, je pense aux shorts notamment, on en parlait au tout début. Les shorts, ça a très rapidement explosé. Moi-même, je ne m'y attendais pas. Aujourd'hui, au début, je me suis laissé un peu prendre dans l'euphorie du truc. Alors, ça fait beaucoup de dopamine. Tu es là tous les matins, tu fais bien par jour, tu vas checker la courbe, ça monte, tu as 1 million de vues juste en une journée, c'est fou. Et tu es un peu emporté dans le truc.
ça te fait un peu prendre le melon aussi, tu as l'impression d'être le boss, parce que personne ne fait autant de vues que ça, il n'y a pas grand monde qui s'est lancé aussi fort. Et après, je me suis posé les bonnes questions après avoir fait énormément de dizaines de millions de vues. Je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire, c'était pas forcément le truc le plus épanouissant. Ouais, ok, c'est des millions de vues, mais c'est qui les millions de vues? C'est des collégiens. J'ai pas envie de travailler avec ces gens-là. Quand tu regardes les commentaires de YouTube Shorts, la plupart sont sympas. J'avais peut-être 95% de likes, mais c'est assez médiocre intellectuellement. Je dis pas que c'est les gens qui sont cons, c'est juste qu'ils sont jeunes ou ils sont juste là après une grosse journée de travail, ils n'ont pas envie d'apprendre des choses, ils ont plus envie de se divertir. Et moi-même, je faisais d'ailleurs du contenu avec une dimension divertissante. C'est comme ça justement que j'ai pu faire autant de vues. C'est parce que je faisais du infotainment. C'était pas juste de l'information brute. Il fallait bien la marketer, cette information, avec une bonne accroche, bien émotionnelle, faire des petites vannes, tu vois. Vraiment, en fait, alors je veux dire un truc. Il y a plein de gens qui me posaient des questions, ouais, comment je fais pour percer sur TikTok, les trucs de l'algorithme, comment je fais pour hacker l'algorithme en ma faveur. Et la réalité, c'est que ça, j'en sais strictement rien. Je ne connais rien à TikTok, j'ai jamais consommé du TikTok. J'ai dû l'avoir une semaine sur mon téléphone, puis je l'ai désinstallé parce que je trouve que c'est une application démoniaque. On peut partir dans la théorie du complot là-dessus. Mais je ne connais rien à TikTok, mais j'ai monté un compte à 400 000 abonnés en 3 mois parce qu'il y a seulement 2 compétences que j'ai. C'est choper l'attention et garder cette attention jusqu'à la fin. Quand tu maîtrises ces 2 choses-là, en fait, on s'en fout de la plateforme, des petites techniques algorithmiques. Ça se périme, tu vois, vraiment, c'est les compétences profondes. C'est les fondamentaux. Et ça, j'ai pas appris ça du jour au lendemain. C'est parce que je suis là depuis longtemps, depuis 2016. J'ai fait beaucoup de contenu. Je les compte pas, hein, mais je dirais peut-être j'ai dû faire entre 500 et 1000 vidéos. C'est quand même beaucoup. Et encore, franchement, j'en sais rien. Peut-être que c'est plus, mais je les compte plus trop, quoi. Voilà, en gros. Ok, donc quand tu dis j'ai pris le melon, etc., moi ça m'intéresse ça, parce que du coup ça veut dire que tu as shifté quelque chose. C'est-à-dire que tu avais un truc, moi je me rappelle, tu voulais faire ça sur les shorts, tu t'es lancé dans le défi. Donc ok, après bon ça a bien marché, tu t'es dit t'as cassé, franchement qu'on le dise, moi sincèrement t'as cassé le truc quoi. C'est-à-dire moi j'ai vu ta chaîne, elle a doublé en moi j'ai dit j'ai doublé mon patrimoine, j'ai mis 14 ans 13 ans à avoir un patrimoine, je l'ai doublé en un an avec la crypto. Et toi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu as mis 7 ans à construire une audience, tu l'as doublé en 3 mois, ton audience. Et ça, je comprends que, tu vois, il y a une forme de... Tu as cassé le truc, pour moi, c'est pas une... Ok, il y a toujours une petite pointe d'ego, un truc, mais personnel, dans le sens où, ouais, t'es monté, forcément, ça monte, t'as explosé, tu sais combien, 150 tout à l'heure, 140, j'arrondis à 150 millions au total sur le... Toute ma carrière, depuis le début, je devais faire 200 millions, mais 150 millions, on était très concentré sur... C'est énorme. Ça a moins de valeur qu'une vue de vidéo longue, une vue de short. J'ai fait 100, en vrai, c'est factuellement vrai. J'ai fait 200 millions de vues. Il faut quand même préciser, être honnête et dire que la plupart c'est des vues shorts. Ça a moins de valeur qu'un mec qui regarde une vidéo de 30 minutes. Tu vois. Alors, je vais poser une question argent. Sur 200 millions de vues, ta répartition en pourcentage, pas par les chiffres, c'est pas forcément intéressant, ta répartition en pourcentage, c'est par exemple, je sais pas, 80% AdSense, 20% de vente de formation. Je veux demander, je connais pas la statistique, je te pose la question parce que j'ai une idée derrière cette question, c'est est-ce que ces 2 millions de vues ont vraiment apporté quelque chose de spécifique? Est-ce que tu as envie d'aller casser 1 milliard de vues? Est-ce que finalement tu préfères réduire à quelque chose? Qu'est-ce que ces 2 millions de vues t'ont apporté réellement d'un point de vue évolution personnelle? Et comment ont été tes évolutions vis-à-vis de ça? C'est-à-dire, ok, au début tu commences, tu as des petites vues, on commence tous à zéro. Tu as fait 7 balles, je sais pas, pareil sur Web de Fou, autre business, hein. Tu commences toujours de zéro, tu fais toujours 100 balles le premier, le machin. Comment tu évolues là-dedans? Et comment ton mindset a évolué et comment est-ce qu'aujourd'hui tu te positionnes par rapport à ça? Sous-entendu, quelle est la suite? Au début, je me posais pas tant cette question. Au tout début, je voulais vraiment faire grossir mon audience. Et je me suis longtemps focalisé sur cette problématique-là, comment je gagne plus d'abonnés, comment je fais plus de vues. Ça, je dirais, ça a été 5-6 premières années. Voilà. Il y avait évidemment un truc où quand tu fais beaucoup de vues, tu as de la dopamine, c'est addictif, on va pas se le cacher. C'est addictif. Mais très rapidement, je me suis rendu compte, on le sait tous, mais le comprendre émotionnellement, le vivre, c'est différent, mais les abonnés, ça remplit pas le frigo. Les vues, ça paye pas les factures. Tu vois. Et donc, la question de la monétisation est arrivée rapidement.
Bon, je ne suis pas le plus nul en monétisation, je suis loin d'être le meilleur. J'ai beaucoup de potes youtubeurs. Eux, par contre, en fait, ils ont fait l'erreur d'attendre trop longtemps avant de se poser cette question de la monétisation. Ce qui fait qu'ils ont de plus en plus peur, parce que leur audience grossit. Ils ont de plus en plus peur de créer un truc, un produit, de lancer une offre. Et donc, ils se retrouvent à être salariés à côté de leur chaîne qui a 100 000 abonnés. Tu vois pour moi, j'ai eu ce réflexe, et c'est une bonne décision que j'ai prise, de vendre rapidement. Je te disais, ça a été au bout de 4 mois, j'avais 500 abonnés, j'ai lancé une formation, parce qu'après, je m'inspirais de personnes qui avaient ce business-là. Donc, ça se trouve, si je m'étais inspiré de gros youtubeurs, je n'en serais pas là aujourd'hui, j'aurais peut-être plus d'abonnés, mais je ferais moins, tu vois. T'en as pas mal, hein. Tu fais... Pour moi, t'en as pas mal. Tu fais partie des meilleurs, des plus gros youtubeurs qui vendent des formations aujourd'hui. T'es dans le top 3, minimum. Même, je sais pas, t'as Yomi au départ, on va dire. Après, il y a toi. Hein. Si on prend des mecs qui ont de l'audience et qui vendent des formations, peu importe comment, c'est pas une question de chiffres, tu fais partie du top 3, quoi. Donc, t'as réussi à capitaliser une audience très rapidement. T'as réussi à vendre. Donc, le fait d'être en Thaïlande, si je comprends bien, ça t'a poussé aussi à être meilleur au niveau de la compétence. Donc, t'étais focus abonné, mais quelque part, pas que, c'est ce que tu viens de dire. Aussi marketing, monétisation là-dessus, donc ça t'a permis ça. Et en effet, si tu loupes le coche à un moment donné, ça peut être compliqué parce que t'as peur, mais en vrai ça change pas grand chose. Si tu perds juste une partie de l'audience mais t'en as une autre qui arrive. Le AdSense, au début c'était la grosse majorité parce que voilà, j'étais nul en marketing, j'avais pas de tunnel de vente par exemple. C'est un truc que j'ai appris à faire, à mettre en place des tunnels de vente qui me rapportent des revenus en automatique, et ça pour moi c'est très confortable et très agréable d'avoir du trafic organique sur des anciennes vidéos. Même j'ai des vidéos que j'ai faites il y a peut-être 2, 3, 4 ans qui font toujours des vues aujourd'hui, et il y a un lien dans la description. À la fin de la vidéo, je dis aux gens cliquez sur le lien pour recevoir tel truc, et derrière il y a une séquence email et il y a un produit à vendre au bout. Et donc ça me fait des ventes en automatique. Aujourd'hui, alors je suis pas très productif sur YouTube, j'aime bien aussi tester de nouveaux trucs. Là je suis en train de tester X ou Twitter, je sais pas comment il faut dire. Là. Ça mettra un petit moment avant que les gens disent X, je pense. Twitter, c'est trop ancré dans l'inconscient collectif. Il n'y a pas de mot. Tweet, on dit pas XC, on dit pas. Un jargon. X, bref. Ouais. Donc là, je teste ça. Donc je suis pas très productif sur YouTube, ce qui fait que AdSense, la monétisation, ça représente pas grand-chose pour moi en termes de pourcentage. Je fais beaucoup plus avec les formations. C'est négligeable, on va dire, le AdSense. Après, si je faisais vraiment beaucoup de vidéos, une tous les jours, là oui, ça ferait des revenus plutôt intéressant, mais ça reste un modèle très peu efficient, AdSense. Ok. Parlons, donc tu as une évolution de business model. Tu es arrivé, tu fais donc de l'AdSense, donc tu as complètement inversé du coup, parce que maintenant ça représente une partie dérisoire. Aujourd'hui, tu as allé capitaliser de l'audience sur TikTok, etc. Stratégiquement, ok, alors deux questions. Stratégiquement, c'est quoi? Tu as un tunnel, des formations, tu proposes en fonction de la typologie de contenu. TikTok, tu peux pas faire ça, donc tu as dû ramener vers une newsletter, une landing page. Voilà, tu inscris, tu as une séquence qui part, c'est de la vente automatique, tu sors une formation. Donc ton business model, c'est j'acquiers de l'audience, je la fidélise, je la fédère, je propose un produit, je vends. Question, quelle est la stratégie autour de ça? Je m'explique. Ça sert à une vie personnelle, ça sert un projet que tu as en tête, ça sert, tu vois, un peu autour de ça, c'est quel est l'objectif, réfléchi ou pas, quelle est la stratégie que tu veux développer en fait autour de ça quand tu le fais? C'est juste un challenge, par exemple, voilà, oui, Alors, moi je priorise la liberté. Pour moi, la liberté est plus importante que l'argent, et l'argent est plus important que la popularité, les vues, les applaudissements sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est le moins important, et ça ne sert que à faire tourner le business et ensuite à avoir des clients. Parce que voilà, faire des vues pour faire des vues, je me suis rendu compte bien avec ça que ça n'a aucun intérêt. Si ce n'est te faire reconnaître dans la rue par des adolescents, si tu fais beaucoup de TikTok, choses comme ça. Il y a pas. Non. Alors, je suis rentré en France. Je pensais qu'on allait beaucoup me reconnaître parce que c'était pas longtemps après que j'avais fait beaucoup de vues avec tout ça. Mais j'avais des lunettes de soleil. Mais il y a juste un mec qui m'a reconnu. Il a reconnu mon tatou et il est venu me parler à la salle de sport. Mais très sympa, le mec, très bienveillant. Il est juste venu me dire bonjour. Et sinon, non. Après, plein de gens, ils te voient. Mais ils veulent pas te déranger, ils sont timides. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent de toute façon? Imagine toi demain, tu vois Jean Dujardin qui marche vers toi dans la rue. Est-ce que tu vas aller lui parler? Moi non. Hein. Ouais, tu iras lui parler. Moi j'y vais. J'ai envie de le déranger, j'aurais rien à lui dire. Bah moi ça c'est marrant quoi. Il y a Jean Dujardin. Je l'ai croisé déjà, Jean Dujardin. Ouais, à Bordeaux, à l'hôtel, comment ça s'appelait
sur la grande place à Bordeaux. J'allais souvent là-bas pour bosser ou autre. On a discuté un peu très rapidement une fois. Ouais, c'est marrant que tu prennes cet exemple improbable d'ailleurs, c'est en passant. Mais bon rien, mais oui, rigolo, sympa. Ouais, une petite vanne, rigolo. J'étais avec mon associé qui est très social, donc en plus c'était. Et non, assez rigolo. Ouais, voilà. Et non, mais dans le sens où. Oui, je comprends. Moi demain, si je me fais que dans la rue, moi j'ai des enfants, tu vois, j'aimerais qu'on me laisse tranquille à l'école de ma fille, ce genre de choses. Qu'on me connaisse dans la rue, moi j'y fais gaffe, je préfère pas faire. Enfin, tu vois, il y a des trucs. C'est pour ça que je veux pas aller dans de l'audience, etc. Mais je reviens à ça, c'est la stratégie TikTok, Short. Tu t'es pas dit, enfin tu sais, ça a pas été. Ta target, ça a été ok. Qu'on comprenne bien ton état d'esprit, parce que moi je le connais, mais il est très particulier dans le sens où. Tu le fais pas pour une raison, tu le fais pas pour aller faire de la vente, évidemment, parce que je t'avais posé cette question, je vais quand même la donner. Je t'avais dit à l'époque, ouais, mais est-ce que tu as vraiment intérêt à aller chercher de la notoriété sur un truc comme ça? Est-ce que tu préfères pas tout de suite vendre, etc. Tu feras moins de vues tout de suite, mais machin. Et tu m'avais dit cette phrase qui est contre-intuitive pour moi, c'est-à-dire qui est très complémentaire. C'est non, mais en fait, moi je veux d'abord aller chercher de l'audience sur le principe et fédérer, vendre et tout. Après, bah ouais, on verra, on machin. Donc il y avait un objectif de target d'aller pas casser l'algorithme, mais d'aller comprendre les mécaniques finalement que tu connaissais déjà et finalement aller appliquer ce que tu connaissais sur un autre support pour voir l'évolution que ça pouvait, ou l'impact plutôt, je pense que tu pouvais créer. C'est ça quand je parle de stratégie, c'est quelle est cette logique autour de ça, tu vois? Ouais, alors quand j'ai fait donc, ces 150 millions de vues shorts, très rapidement quand j'ai vu que ça commençait à bien marcher et que voilà, plein de gens regardaient, etc. Je me suis demandé comment est-ce que je peux monétiser ça. Je me suis posé cette question et la réponse que moi j'ai trouvée, c'est je vais monétiser l'autorité que ça me donne. C'était en plein milieu de la grosse hype des shorts. Voilà, tout le monde en parlait. Le timing était parfait là-dessus. Donc je me suis dit, je vais faire un maximum d'audience, un maximum de chiffres et je vais utiliser ça comme preuve, comme argument d'autorité pour ensuite vendre une formation où je vais expliquer comment j'ai fait. Donc j'ai créé une grosse formation qui s'appelle toujours Shorts Domination, plus de 20 heures de contenu, j'aurais dû la faire plus dense je pense. Je vais la redécouper, la repackager, mais j'ai vraiment tout donné, ce que je sais sur la création de contenu en format vertical, appliqué au format vertical, ça a cartonné. Ça a été mon plus gros mois de tous les temps, de loin, de très loin. Tu peux parler chiffres ou pas? J'ai fait, j'ai fait plus de 100K sur ce mois en full organique, sans pub, sans rien. Lancement? Ouais, sur une semaine de lancement, 10 jours de lancement, ouais. Mais c'était vraiment un gros lancement, je travaillais 14 heures par jour. Vidéo, attardons-nous là-dessus. Ouais. Attardons-nous là-dessus. Stratégie de lancement, t'as fait quoi? Email, vidéo, t'as fait une vidéo de vente, juste sur la page, une vidéo de présentation sur YouTube pour attirer. Comment t'as lancé ça? Ouais. Alors, donc déjà, j'ai arrêté de faire des vidéos shorts parce qu'il fallait que je récupère tout mon focus. J'ai donc créé la formation. D'abord, parce que je voulais pas faire le truc lancement inversé. Enfin, quoique, je crois que j'ai fait un peu les deux en même temps. Tu sais, j'ai d'abord lancé et puis j'ai annoncé comme une roadmap. Tu sais, le premier module est déjà disponible. Après, il y aura le deuxième. J'ai fait pré-vente. Je me rappelle maintenant. Je fais pré-vente. Et donc, j'ai commencé avec une séquence email. Donc, j'ai fait une vidéo de vente que j'ai mise sur YouTube. Et le jour de la publication de la vidéo de vente, j'ai lancé le premier email de vente. J'avais fait quelques petits emails de préchauffe, tu sais, pour un peu cadrer ma liste email, parce que je vends principalement par email. Et donc j'ai fait une séquence de lancement avec 2 deadlines, une deadline au milieu où je retirais un bonus et une deadline à la fin où là le tarif augmentait. Donc en fait ça a été une sorte de lancement en M avec un gros pic au milieu et un gros pic à la fin, encore plus gros à la fin. C'était ma plus grosse journée, c'était ce dernier jour de lancement. Toujours. Ouais, toujours. Mais le pic du milieu était pas mal aussi, parce que j'enlevais le bonus et le bonus était vraiment bien. Donc voilà, ça a été principalement une bonne séquence email bien optimisée, que j'ai adaptée d'ailleurs en cours de route, parce que pile au moment où je lançais cette formation, TikTok a annoncé lancer son programme de monétisation, qui était d'ailleurs très intéressant et c'était assez surprenant, il payait quand même beaucoup. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai adapté mon message de vente, j'ai mis ces arguments-là en avant, qu'il y a un nouveau programme qui vient de sortir, tout ça. Je pense que ça a aussi bien joué là-dessus. Et voilà, ça a été email, plus une vidéo de vente sur YouTube. J'ai fait après quelques petites stories, trucs, mais ça c'est négligeable, on va dire. Et j'ai essayé de vendre avec un short, un YouTube Shorts TikTok. Donc j'ai fait un TikTok de vente, tu sais. Okay. Et là, j'avais les stats d'ailleurs dessus. Alors les stats, c'est seulement YouTube Shorts. Il avait percé que sur YouTube Shorts. Il a fait 400 000 vues sur YouTube Shorts. Et j'ai eu 1% de clics sur la page de capture et 50% d'inscription. Voilà, donc 2000 leads avec un short. Et alors,
je te vois venir. Combien ont acheté derrière? En gros, il y a eu 15 ventes générées par ce short à 600 €. Voilà. Alors non, ce que j'allais dire, c'est l'interaction classique d'une vidéo YouTube de base, 1%. En général, c'est 1%. Et normalement, sur les YouTube Shorts, on est quand même en dessous. On est quand même sur du 0,1. Donc 1% sur une vidéo YouTube Short, c'est quand même pas mal du tout. 50% d'inscription, bon, à partir de là, c'est normal, c'est du trafic un peu warm, hot, sachant que tu as des gens qui te connaissent, tu avais déjà fait un travail en amont. Ils ont déjà regardé beaucoup. À chaque fois qu'ils voient ta tête, ton logo, c'est ta tête, ils reconnaissent et donc ils regardent s'ils aiment bien. Et c'est pour ça, là où j'allais venir, c'est déconstruisons 2-3 choses, parce que je connais les stats sur ce type de shorts, etc. Si on parle de liste email, puisque tu as vendu principalement par email, tu as fait une vidéo 400 000 vues quand même, qui est pas négligeable. Hein. Alors ça, c'était la petite vidéo. Il y a aussi eu la grosse vidéo de vente, qui est de 20-25 minutes, qui elle était sur la page de vente aussi, et elle a fait, je sais pas, 10 000, 20 000 vues peut-être. Ok, alors la question était la suivante. Donc pour faire ce lancement, tu as donc fédéré en faisant des shorts, tu es allé monter à 100 millions de vues, on va dire, simple. Je prends des stats, des cotes mal taillées, hein, juste pour la proportion. Et sur les 100 millions, tu as dit ok, bon, bah, j'ai des shorts, j'ai doublé mon audience, machin, d'accord. Je vends ensuite par email et je fais une vidéo de vente sur YouTube, YouTube Shorts, etc. D'accord. Du coup, ta liste email à ce moment-là, avec 100 millions de vues, sachant que tu avais déjà commencé une chaîne, enfin, tu avais déjà de l'audience, etc. Tu pourrais dire que, je sais pas, pour 100 millions de vues, tu as doublé ton nombre d'abonnés. Enfin, c'est quoi, la question, c'est comment est-ce que 100 millions de vues t'a permis de doubler ta liste d'abonnés que tu avais atteinte avec, je sais pas, 10 millions de vues au départ, tu vois, comprendre la proportion par rapport au short et l'impact. Parce que je sais très bien, quand tu es dans du divertissement et que tu as une audience qui est large, ton taux d'email d'inscription diminue forcément au nombre de vues, alors que quand tu es niché, c'est l'inverse. Voilà. Et donc, c'est cette proportion que j'aimerais comprendre. Exemple, j'avais 10 000 emails pour 4 ans et je sais pas, 1 million de vues, et je me suis retrouvé avec 20 000 emails pour 100 millions de vues, tu vois. J'aimerais que tu donnes un peu des stats ou des. Ça, c'est intéressant. Bon, déjà, j'ai celle que je t'ai donnée. J'ai eu 2000 inscrits suite à un YouTube Shorts à 400 000 vues. Après, moi, ma stratégie n'était vraiment pas orientée vers l'acquisition de leads. Je ne faisais pas d'appel à l'action dans mes shorts. J'aurais pu. Et j'ai rencontré des mecs qui faisaient ça. Une bonne stratégie, ça aurait été tous les 3 à 5 vidéos shorts, en faire un qui n'est pas dans le but de faire du volume d'audience, mais de convertir, avec un appel à l'action bien ciblé, etc. J'aurais pu faire ça. Pourquoi ce choix? Simplicité, je pense. J'ai pas voulu me prendre la tête, et tu vas probablement dire que c'est une erreur. Ça l'était probablement. Marketing. Ouais, marketing. Erreur marketing, mais pas forcément ouais. Oui, après, j'étais tellement concentré, si tu veux, et j'avais déjà mon plan, et donc je ne pouvais pas vraiment courir après plusieurs lèvres à la fois. Il a fallu que je fasse des choix, mais j'aurais pu le faire. Je l'ai testé un petit peu par la suite, mais un tout petit peu. Donc ça peut bien convertir, mais une fois de plus, ça va vraiment dépendre de tellement de facteurs. Ça va dépendre, est-ce que l'appel à l'action, ou la raison que tu donnes pour s'inscrire est cohérente par rapport à ce que tu dis dans la vidéo, si c'est un truc qui n'a rien à voir, ou si c'est juste, ouais, abonne-toi à ma newsletter, lien en description. Pourquoi? What's in it for me? Là, tu auras un taux minable. Alors que si, je sais pas, tu fais une vidéo, les 3 raisons pour lesquelles vous procrastinez, tu donnes les 3 trucs, et à la fin, bah voilà, j'ai une petite formation gratuite, une petite checklist d'outils pour vous aider à être plus productif. Là, c'est cohérent, et beaucoup plus de gens vont s'inscrire, bien évidemment. Là, on parle de 10 fois plus, peut-être 20 fois plus de gens. Moi, une fois, alors là, je peux te donner un chiffre peut-être un petit peu intéressant. J'ai fait un retour sur YouTube après une période de quelques mois d'absence, c'était en août 2021. Je suis revenu avec une grosse vidéo qui était, je crois, 12 hacks de productivité, un truc sur une liste productivité, quoi. Une grosse vidéo avec un gros montage, tout ça. Et pour cette vidéo, je sortais aussi un nouveau lead magnet, qui était les outils du succès, où j'avais préparé vraiment un truc aux petits oignons, avec des PDF, avec vraiment une grosse valeur dedans. Et au moment où j'ai sorti cette vidéo avec l'appel à l'action à la fin qui redirigeait donc vers le lead magnet, donnez votre email en échange des outils du succès, j'ai eu 10% des vues qui sont inscrits. Pas qui ont vu la page, qui se sont inscrits. Parce que c'était ma communauté, c'était pas des inconnus. Ouais. Je sais pas, la vidéo a dû faire, je sais plus exactement, mais un ordre du style 15 000 vues peut-être en une semaine ou 20 000 vues en une semaine. Donc j'ai chopé 1000, 2000 leads très qualifiés en une semaine. Mais c'était déjà mon audience, quoi. Et ils voulaient recevoir parce que là, il y avait vraiment de la valeur. Il y avait vraiment une raison de donner ton mail parce que je présentais bien, l'appel à l'action était persuasif. Je mettais en avant les bénéfices, les gens le comprenaient. Et donc, tu vois, c'est vraiment une question de est-ce que j'arrive bien à
à mettre en avant le bénéfice de ce que j'offre en échange de l'email. Si c'est juste inscris-toi pour recevoir un truc à la con, enfin un PDF nul, on a déjà des PDF, quoi. Tout le monde donne des PDF. Donc aussi, proposer un lead magnet un petit peu unique. Un truc que j'ai fait qui a bien marché, c'est le fichier Google Sheets. J'avais fait un espèce d'outil de gestion de tâches, de productivité, avec un Google Sheets partagé. Et tu sais, le format est différent. Donc là, ça a bien marché, beaucoup de gens se sont inscrits. J'ai fait donc ce truc-là, les outils du succès, c'était un peu une liste de ressources un peu croustillantes. Tu avais une liste de 33 livres, tu avais le template d'agenda que j'utilise pour m'organiser, tu avais un extrait d'une de mes formations payantes, extrait gratuit. Tu vois, tu avais des petits trucs croustillants comme ça. En fait, plus c'est croustillant, émotionnel, c'était là, putain, je suis curieux, j'ai envie de savoir ce que c'est. Et là, tu vas laisser ton mail. Alors que si c'est un truc générique, il faut absolument éviter tout ce qui est générique. Ça, si c'est banal, si ça sonne banal, les gens s'en foutent, quoi. Il faut qu'on se dise, putain, c'est inédit, c'est nouveau. Et il suffit d'être un peu créatif. T'as pas besoin de faire un truc de fou. Ça peut être un PDF, mais c'est comment tu vends. On vend pas que nos produits payants. On vend aussi l'inscription. On la vend, il faut bien la vendre. On vend la vue avec le titre et la miniature sur YouTube. On vend tout le temps, pour tout, que ce soit gratuit ou payant. Dès que tu veux que les gens fassent une action, c'est copywriting, connaître les bases du copywriting. Je me suis beaucoup formé au copywriting aussi, beaucoup plus par la pratique que par la théorie, parce que j'ai fait longtemps du mailing quotidien. J'ai fait quasiment 1 an de mailing quotidien entre 2018 et 2019. J'ai écrit beaucoup de mails de vente pour vendre mes propres produits. Je me suis formé évidemment sur le sujet parce que c'est une compétence très rentable pour moi. Je suis obligé d'avoir cette compétence si je veux passer des niveaux. Mais voilà, même la création de contenu, c'est du copywriting. Juste l'objectif n'est pas de vendre un produit, l'objectif c'est plutôt que les gens regardent en entier ou que les gens cliquent. Mais il y a toujours, quand tu veux que les gens fassent une action, il faut connaître le levier psychologique. Et après, tu ancres ces compétences par la pratique jusqu'à, tu sais, ça passe par 4 stades. Tu as incompétence inconsciente, incompétence consciente, compétence consciente et compétence inconsciente. Compétence inconsciente, là t'es bien, c'est quand t'es un maître de ton domaine. Expert. Et voilà, tu es devenu un expert. Mais c'est un cheminement, il faut passer par toutes ces étapes-là. Et moi, je suis là depuis 7 ans, donc c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même maîtrisé des compétences au fil des années. Mais surtout, la pratique est beaucoup plus importante pour l'apprentissage que la théorie. Tu peux étudier tous les bouquins, acheter toutes les formations que tu veux. Si tu fais rien derrière ou que tu appliques très timidement, tu vas avoir une courbe d'apprentissage très très longue, très très lente et peu efficiente. Je suis une nana en ce moment qui est pas trop connue, qui fait pas mal d'oseille sur l'e-commerce, etc. Et justement, elle a dit ouais, mais c'est pas compliqué de lire un livre. Moi, j'en ai lu 100. T'en as lu combien? C'est pas compliqué de bien manger. Mais est-ce que tu manges bien? C'est pas compliqué. Et j'ai bien aimé cette énergie qu'elle a donnée sur ça, en mode commence déjà par ça, et en fait le reste suit. Et c'est vrai, parce qu'on a toujours tendance à télécharger, par exemple, ce que tu dis, 100 PDF, mais pas les lire. On a souvent tendance à dire, ah oui, je vais lire les machins, on va le mettre en enregistre, puis on va pas les regarder. Ouais. Tu vois, le classique. On est tous là-dedans. Bien sûr. Ouais, quand ton PDF, des 99 emails. Je sais pas si je l'ai beaucoup consulté. Un jour, Inch'Allah. Et qui pourtant il y a une grosse valeur dedans. Mais c'est ça en fait, c'est que à la fin, c'est pas compliqué, c'est des petites actions qui mènent aux grandes choses. C'est des petits pas, machin, tout ça. Mais c'est vrai, c'est des phrases très clichés, moi je trouve, mais qui sont réelles. Tu peux pas courir sans savoir marcher. Il faut savoir ramper. T'as juste à regarder un bébé, un enfant pour savoir comment l'évolution fonctionne. Enfin, je veux dire. Et c'est vrai que tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu peux pas arriver. Alors, les cryptos peut être exceptionnel, mais tu peux pas arriver et d'un coup. Et voilà. Et c'est pour ça. C'est que très souvent tu vois, ah mais lui là, moi je sais qu'il y a des mecs qui m'ont dit ah mais Emilio c'est un gars là sur TikTok il a percé, il a eu de la chance et tout. Bah t'as dit retenir l'attention, t'es bon, ça c'est une compétence qui s'apprend avec du temps, ce que tu dis, des années. Et puis tu le dis pas trop, mais c'est quand même sous-jacent, c'est tu dis retenir l'attention. T'as quand même une capacité de montage qui est très très bonne. Moi je suis pas monteur, je suis pas machin, mais je le sais. Je vais dans tes vidéos, je suis hooké. Moi je me suis déjà fait hooker dans tes vidéos. J'analyse. Et ça c'est un truc que pareil, c'est pas assez mis en avant. On sait que le montage c'est important, mais évidemment il n'y a pas que le montage. On sait que le hook est important, mais il n'y a pas que le hook. Emilio c'est facile, il fait 200 millions de vues. Enfin voilà, ok. Mais le mec il a bossé, il avait 500 balles sur son compte, il est parti en Thaïlande, il s'est formé, il a envoyé un email. Quoi, tu faisais un email par jour, un truc comme ça. Pendant X temps, et tout ça, voilà, tu t'es formé, tu as compris ce qui marchait, ce qui marchait pas, tu as capitalisé sur de la donnée, de la compétence, et ça c'est pareil, tu vois, au fur et à mesure que tu avances dans la vie,
Il y a trop de gens qui pensent que c'est facile, etc. En fait, c'est que du travail. Il n'y a pas qu'une part de chance, il y a une part d'essai, de R&D. Il y a aussi une capacité à trouver des choses vite ou non. Et très souvent, c'est ce que je dis notamment quand je vends de la publicité à des gens. Je leur explique, il y en a, ils vont dépenser 6 ou 10K pour avoir un résultat que toi, tu vas peut-être mettre 500 balles à avoir. Mais en fait, tu as un range entre 0 et 10K. Tu vois, c'est simple, hein, d'ad spend, de pub dépensée. Et en fait, tu peux tomber tout de suite dessus ou tu peux tomber tout à la fin dessus. Tu vois. Mais à la fin, au bout du bout, tu trouveras. Mais combien tu es prêt à mettre? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout, etc. Et c'est une compétence qui peut mettre du temps. Il y en a qui la trouvent plus vite. Il y en a qui mettent plus de temps. C'est pas inné, ça s'apprend, ça s'acquiert. Et ça change. Aujourd'hui, avec l'IA, par exemple, ça a des choses qui peuvent changer, évoluer. Il faut savoir s'adapter. Et tout ça, je trouve que c'est pas assez mis en avant aujourd'hui. Et c'est le sujet principal pour moi de la réussite, ou en tout cas de la pérennité, qui fait que tu es toujours là. Pendant que d'autres youtubeurs, ils sont plus là. Voilà, et que tu cumules de l'audience, tu as fait du short, du machin, tu t'intéresses, aujourd'hui tu es sur X, Twitter, c'est pareil, je suis convaincu que tu vas tout péter sur Twitter aussi, pour plein de raisons, parce que tu as ce savoir-faire, et on dira mais tu as eu de la chance sur Twitter. En vrai, moi on me dit pas trop ça, on t'a dit ça que... Ah ouais, il y a des gens qui t'ont dit que j'avais de la chance. Ils savent pas, oui, que c'est un peu un coup de bol. Ouais, moi je vois pas trop ce genre de message, mais de mon expérience, et j'avais vu une vidéo d'ailleurs d'un gars qui posait cette question à des gros créateurs, quel est le pourcentage de chance et quel est le pourcentage de compétences? Et moi je suis d'accord avec toutes les réponses qui sont sorties, c'est que c'est au moins 90% de compétences. C'est de la compétence plus de la persévérance, et parce que tu peux avoir la chance une fois, mais quand tu vas répéter, c'est la loi des grands nombres qui s'applique, il y a un lissage qui se fait. Si tu as de la chance une fois, c'est comme en crypto, tu vas peut-être faire un x10 sur un malentendu, sur un shitcoin, mais tu vas remettre la thune que tu as gagnée dans d'autres projets, tu vas finir par tout perdre. Ce n'est pas parce que tu es bon, c'est que tu as eu de la chance. Par contre, quand tu es bon, c'est quand tu dures. Je pense que c'est deux compétences très différentes de percer et de durer. Ça n'a rien à voir. Percer, il y en a qui arrivent, et d'ailleurs je ne pense pas que c'est une bonne chose de percer rapidement. Moi j'ai jamais percé rapidement. Je suis jamais passé de 1000 balles à 20 000 en un mois. Tu vois. Non, ça m'est jamais arrivé. Ça a toujours été lent et linéaire et progressif, mais je trouve que c'est sain. Une croissance lente et linéaire, il vaut mieux avoir ça qu'une croissance explosive, boostée aux stéroïdes, où finalement tu vas péter un câble, parce que tu ne sais pas gérer l'argent. Tu as tout cet argent qui arrive d'un coup, tout ce succès, ça peut booster l'ego. Moi, j'ai eu un peu ça avec l'audience. Et c'est vrai que quand tu passes de, je sais pas, c'est déjà beaucoup pour ceux qui nous écoutent probablement, mais de 10 000 vues par jour, mais tu passes de 10 000 vues par jour, ce qui était mon rythme de croisière, à peut-être 1 ou 2 millions par jour. Plus d'1 million par jour, je fais 41 millions en 30 jours, donc plus d'1 million de vues par jour. Là, tu te dis, mais ouais, je suis trop fort. Après, tu redescends un peu sur terre, forcément. Mais tu as les chiffres qui sont sous tes yeux. Tu es là, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais ouais, c'est beaucoup de la compétence et j'aurais jamais fait ces chiffres-là si je m'étais lancé tout de suite. Mes premières vidéos, c'était nul. Hein. D'ailleurs, j'ai commencé YouTube le 3 mai 2016 en faisant une vidéo par jour et j'ai tenu ce rythme pendant 2 ou 3 mois, je pense. Après, j'étais passé à 5 par semaine. Après, j'ai lancé une deuxième chaîne. À un moment, j'étais même à 8 vidéos par semaine, 5 sur une chaîne, 3 sur l'autre. Je ne ferai plus jamais ça aujourd'hui. Mais tu vois, YouTube, c'était le seul truc, le seul focus que j'avais. Mais j'ai vraiment pratiqué. Mais mes premières vidéos n'étaient pas terribles. Hein. Je n'ai jamais eu une facilité naturelle pour ça, mais on apprend de ses erreurs, on essaie d'être un peu moins nul à chaque fois. C'est juste ça. Souvent, on se dit, si ta première vidéo, elle est nulle, c'est pas grave. Dis-toi, je vais juste être un peu moins nul. Et un jour, tu te réveilles, t'es bon. Voilà. En étant un peu moins nul à chaque fois. Ouais. Disons que moi, en fait, le lissage que tu me dis, c'est un peu comme mettre sur le rouge ou le noir au casino. Tu peux gagner, tu peux perdre, mais à la fin, il y a toujours un truc qui fait que tu as quand même une chance sur deux, etc. C'est une espérance mathématique. Ouais, exactement. Et plus tu dures, en fait, plus tu essaies sur la durée, plus tu réduis tes chances d'échouer et tu augmentes tes chances de succès. Il y a toujours une part où peut-être que jamais, mais c'est quand même plus tu essaies, plus cette part diminue et donc une chance de réussite augmente. Et en fait c'est la base, c'est-à-dire si tu fais, regarde, moi mes 30 premiers podcasts sur Web de Fou, je vais prendre cet exemple parce que c'est un peu similaire, j'ai dû faire deux écoutes. Ouais. C'est les 30 premiers, j'aurais pu arrêter là. Ouais. J'aurais pu dire non, mais non, voilà, et aujourd'hui t'avais deux du bus qui t'écoutaient. Je sais même pas si c'était les mêmes, je pense, je sais pas. Peut-être toi qui cliquais. peut-être pas quand même, mais non, mais c'est vrai que il y avait deux mecs comme ça, et puis j'ai fait une petite pause parce que je m'étais expat entre les deux.
Et j'ai recommencé. Et Sébastien Tissier, que je parle souvent, qui m'a invité dans un sommet, j'ai repris, ça m'a donné envie. Et du coup, c'est là où vraiment j'ai tenu après la durée, quoi. Et c'est important d'avoir ce setup, tu vois. Je me suis dit à ce moment-là, moi, Web de Fou, j'y vais pas pour rester 1 ou 2 ans, j'y vais dans au moins 10 ans. Et quoi qu'il arrive, il faut que je fasse un setup de contenu. Et j'ai bombardé en setup, en tout ce qui est podcast, formation, machin. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je crée une autorité, il faut que je crée une logique autour de ça. Tu vois, moi, j'ai un aspect stratégique, un levier, machin. Mais je dis ça parce que moi, je suis pas allé chercher la vue, parce que c'est pas ma compétence. Moi, c'est de l'ADS. Je suis allé tout de suite faire de l'ADS. 100% ads, première formation, boum. Je suis passé moi de 2000 à 30 000 balles. Alors tu vois, c'est ce que tu dis justement, de 2000 à 30 000 balles d'un coup. Sauf que j'étais déjà entrepreneur, j'étais pas infopreneur. Et ouais, je savais gérer, j'avais déjà de l'expérience, j'avais machin, j'avais des trucs, et donc. De ça, plutôt les petits jeunes, les petits jeunes ils ont 19 ans et ils passent de leur chambre avec les chaussettes sales qui traînent par terre chez leurs parents à faire 25K par mois. Ouais, et ben alors tu rigoles, mais j'en connais un qui peut-être se reconnaîtra, un mec bien, gentil et tout ça, mais dès lors qu'il a de l'argent, dès lors qu'il est passé d'un truc vraiment à pas d'oseille à peut-être du 20 ou 30K par mois, et ça lui brûle les doigts, et etc. Et c'est normal. Et donc c'est là où j'ai cette image de l'escalade, tu sais, tu vois, péter un câble, t'as dit. J'ai l'image de l'escalade où tu es obligé de mettre des mousquetons pour pas tomber. Et si tu montes trop vite et que tu mets pas les mousquetons et que le câble lâche ou que tu as un problème ou quoi, t'es mort. Et en fait, c'est un peu cette idée-là. Et c'est très dur de remonter après. C'est de consolider. Moi, je vois ça comme des piliers que tu renforces, une courbe linéaire et je mets des piliers dessous, tu vois, tac. Et je les renforce petit à petit plutôt que d'avoir une courbe exponentielle. Et moi, je suis partisan du fait que l'exponentialité crée du logarithmique. C'est-à-dire quelque chose qui monte comme ça, redescend proportionnellement, ce qu'on appelle les corrections en trading. Alors que la linéarité, ok, il y a peut-être des petits downs, mais pas énormes et ça remonte. Parce que tu capitalises ta compétence. Mais en bourse, quand tu veux investir sur du long terme, généralement, les entreprises qui ont une courbe qui fait que grossir de manière linéaire depuis 50 ans, c'est souvent les meilleures entreprises. Tu regardes Apple, bah, tu fais Apple, tu prends la courbe en weekly, les bougies en weekly, c'est tout droit, c'est une droite le truc. Tu peux tracer une droite dessus, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, donc la pérennité, elle se crée dans la persévérance, et c'est là où je te rejoins. Et oui, la pérennité se crée dans la persévérance finalement. Et c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, ok, ouais, par exemple, alors là, je vais te poser une question de merde. Hein. Okay. Où tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu te vois continuer à... Je dis que c'est une question de merde. Alors, c'est une question de merde ou pas? Ouais. Donc du coup, est-ce que tu te vois continuer à faire des vidéos? Est-ce que tu as une suite? Est-ce que tu réfléchis à ça? Aujourd'hui, tu vis bien, ça se passe bien, tu as évolué, forcément tu es passé de 500 balles à... Voilà. Petite anecdote, hein, moi j'étais à moins 500 balles sur mon compte à une époque. Mes parents m'ont fait un chèque de 500 balles pour me remettre à zéro. Voilà. Parce que je parlais de 500 balles, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné cette... Qu'est-ce qu'aujourd'hui... Alors, tu as une envie de réussite, probablement dû à ta situation, je pars, machin, etc. Bravo d'ailleurs de partir comme ça, tu vois, et de rester. Et d'essayer de se dire, ok, t'avais un test and proof de 100 balles, let's go, bravo. Qu'est-ce qui maintenant te pousse à continuer ? Et qui te continuera, c'est ça la question de 10 ans en fait. La question est mieux plutôt que comment tu vois ta vie dans 10 ans, je sais pas, si les robots nous ont pas zigouillés d'ici là. Probablement. Non mais en fait c'est une bonne question parce qu'au début, moi mon objectif c'était juste d'être libre. Parce que j'étais vraiment frustré dans le système, voilà, j'étais dans des études, c'était pas pour moi, je me faisais chier à rester assis sur une chaise en bois toute la journée sous des néons qui grésillent dans les salles de classe, c'était l'enfer, pour moi c'était l'enfer. Et ouais, je voulais juste me libérer de ça et avoir une belle vie. Et aujourd'hui, c'est toujours ça mon plus grand kiff, hein. C'est d'être en Thaïlande, de me lever à l'heure que je veux, de faire le travail que je veux, de m'organiser comme j'ai envie, de ne pas avoir de patron à qui je dois... tu vois. Et ça, pour moi, c'est toujours le plus beau cadeau de l'entrepreneuriat en ligne. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu tombes dans un confort et tu te poses cette question, et maintenant ? Et maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis libre, maintenant que je fais largement de quoi combler mes dépenses mensuelles. Et pendant longtemps, j'ai eu une baisse de motivation. Je pense que c'est normal. Surtout quand c'est ça l'objectif de base, c'est d'être libre. Une fois que tu as ta liberté, qu'est-ce qui te drive ? Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin ? Et aujourd'hui, je pense que j'ai envie, alors ça peut paraître un peu bisounours, tu vois, mais j'ai envie de faire quelque chose d'utile. J'ai envie d'aider les gens. Ça peut sonner un peu, tu vois, mais à quoi tu veux t'accrocher d'autre ? Et moi, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas spécialement, pour l'instant, peut-être un jour, mais j'ai pas aujourd'hui l'envie forcément de me lancer dans des nouveaux types de business. Je suis bien dans l'infoprenariat. Après, j'ai envie de faire
un beau projet d'infoprenariat. J'ai envie de me dire, voilà, peut-être dans 10 ans, tu me dis dans 10 ans, je regarde en arrière et je suis fier de moi. Ça c'est mon benchmark, si tu veux. J'ai envie de me sentir fier de moi, de ce que j'ai fait. Pas que prendre un max de pognon, allez, c'est bien de gagner de l'argent, mais j'ai quand même envie, tu vois, de me dire, j'ai aidé des gens à changer leur vie, à améliorer leur situation, peu importe les problèmes sur lesquels je me spécialise. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus création de contenu, parce que je partage ma propre expérience, notamment sur Twitter, mais à une plus petite audience. Mais ça, je te disais tout à l'heure, mais moi, ce qui m'a le plus motivé au fil des années, dans mon activité avec YouTube, tout ça, c'est les messages que je reçois de gens qui me disent Emilio, grâce à tes vidéos, j'ai fait ça, je me suis repris en main, je me suis mis au sport, j'ai arrêté de procrastiner comme un légume dans ma chambre, j'ai lancé mon business. Tu vois, ça, c'est le plus beau cadeau. Plus que l'argent. L'argent, c'est bien, mais parce que après, tu peux aussi faire de l'argent en vendant des chinoiseries en plastique de AliExpress. Mais là, elle est où la gratification? Tu comprends? Donc moi, c'est ça. Après, j'ai pas de réponse très précise à t'apporter, mais je veux me sentir fier de moi à la fin et pouvoir, si j'ai des petits enfants un jour, tu vois, leur dire, voilà, votre grand-père, il a une vie bien remplie, et il a fait des choses bien. Voilà. Papy Emilio, je vois bien. Non, alors cette phase, alors ça c'est un truc qui est propre aux entrepreneurs qui réussissent. Alors là, forcément, je vais parler de ça va pas parler à beaucoup de personnes, mais moi je me retrouve souvent avec des millionnaires chez des consultants qui ont ce problème. Alors j'ai vite compris qu'il y a un niveau d'argent qui est pas forcément quantifiable, mais qui correspond au profil de la personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu atteins une certaine somme, c'est pas forcément l'objectif. Tu sais, il y a toujours qui disent des gens, ouais, dès que je fais 1 million, je sais pas, y a pas, voilà. En général, franchement, la première, elle est large, mais tu traverses ce que moi j'appelle une traversée du désert. C'est-à-dire que tu as fait de l'argent, tu es libre, c'est cool, tu sais que tu peux continuer à en faire plus. Et donc tu traverses un mood qui est un peu une sorte de c'est pas un burn-out, mais tu as un down. Et tu te dis, pourquoi? Et tu te dis, ok, je sais que je peux continuer, je fais machin, j'ai la compétence, j'ai bidule. Et le problème principal de ça, c'est, du coup, moi, le chemin, ça s'appelle la quête de sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te retrouves dans une quête de sens. Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que je vais continuer à faire? Dans quel but, etc. Et très souvent, et moi, c'était mon cas, et c'est le même que toi, c'est tu décliques à un moment donné en disant il faut que je revienne sur de l'humain en fait, c'est-à-dire de la connexion humaine. Et moi je l'ai vu dans 2 leviers, soit humaine, soit animale. Quand je dis animal, ça va être les animaux, moi j'adore les animaux, ce genre de trucs, voilà. Il y a des connexions animales. Et quand tu reviens sur la connexion déjà humaine, ce qui est déjà pas mal, tu remets en perspective ce que tu fais, comment tu le fais, et tu te tournes plus vers les autres pour la satisfaction des gens, ce que tu dis en fait, les emails que tu reçois, etc. En mode merci Emilio pour ta vidéo, etc. Et là, il faut que tu décides quelle est ta structuration d'aide en fait. C'est-à-dire, ok, est-ce que tu veux aider les gens justement comme ça? Est-ce que tu veux les aider d'une autre façon, via un outil, via les machins, etc. Et c'est là où en fait tu recommences après à repartir sur une pente ascendante et où en fait tu as capitalisé tes compétences, tu peux tout de suite lancer plus vite et tout devient de plus en plus rapide en fait parce que tu peux aller beaucoup plus vite, etc. Et ça sert des objectifs perso et pro qui te correspondent beaucoup plus que ce que tu faisais avant en fait. Donc tu vois, pour moi il y a des étapes dans la vie d'un entrepreneur qui fait de l'argent et c'est toujours lié à un truc chez tous ceux que j'ai vus. En fait c'est lié à un moment, à une somme qui correspond pour eux à une forme de liberté. Moi je vais donner mon exemple. Allez, moi c'était 1,6 million. Je m'étais dit, ok, dès que j'ai 1,6 million de patrimoine, 1,6 million c'est 3 000. Pourquoi pas 1,5 million? J'y vais, parce que 3 000 euros pendant 50 ans. 3 000 euros par mois pendant 50 ans. Petit calcul, petite maths et tout. Et du coup, j'ai dit, ok, il me faut tant. Et une fois que j'ai eu 1,6 million, j'ai dit, oui, mais il faut aussi que je paye ma maison. Donc ce serait bien que je paye ma maison. Et tu relèves des objectifs et tout. Et finalement, quand j'ai eu assez d'argent pour faire tous les objectifs que je voulais, c'était en fait un pare-feu des œillères, quoi. Et dès que j'ai eu un peu l'argent que je voulais, je me suis dit, ok, et là et c'est ça la quête de sens. Et donc soit tu la blind, c'est-à-dire soit tu te mets des œillères et tu dis ok j'avance, tu vois, moi c'est un peu ce que j'ai fait et c'est pour ça que j'étais un peu plus long à décanter sur ces sujets parce que je suis quelqu'un de très dans la sécurité, attention on sait jamais, si demain je me retrouve à la rue, etc. Je suis toujours dans ce mindset, dans 2 ans je me retrouve à la rue, même si je me retrouve à la rue j'ai mes compétences pour revenir, mais tu vois ça suffit pas, c'est d'accord mais on s'en fout de revenir ou pas, d'avoir de l'argent ou pas, c'est quel est le fond du truc, etc. Ce que tu dis, donc aider les autres. Voilà, quel est ton avis sur ça? C'est un peu ce que tu as dit, mais je veux dire, comment tu le perçois, ce que je te raconte? Ouais, je vérifie. Je t'ai fait un petit flip là. Non, c'est bon, ça enregistre. Je me verrais pas faire un business que pour l'argent. Tu as beaucoup de business models, type agence OnlyFans. Tu sais, karmiquement parlant, c'est pas ouf.
Moi, je me verrais pas faire ça parce que, encore une fois, c'est question d'être fier de toi. C'est bien de prendre l'argent, mais comment tu fais cet argent? Cette question, comment est-ce que tu fais l'argent, c'est aussi une question importante, plus que les sommes que tu encaisses. Donc ouais, moi aujourd'hui, il y a ces deux choses. Donc augmenter mes revenus, mais tout en gardant, donc je t'ai dit ma liberté, que si pour moi très importante, je kiffe ne pas avoir de réunion, ne pas avoir d'appel. C'est un truc, j'ai pas d'appel. Je fais pas d'appel avec mon équipe ou quoi, j'envoie des vocaux. Je connais. Ouais, j'aime bien. Donc moi, en fait, j'ai l'impression de jouer à un jeu où je fais quelque chose qui me fait kiffer. J'ai un objectif de gagner plus, parce qu'on est dans la croissance toujours, c'est un bon état d'esprit, c'est logique. Et je veux par contre continuer à aller le plus loin possible, mais avec les limites que je m'impose à moi-même. Par exemple, j'ai pas envie de monter une grosse équipe. Je prends un peu des prestataires, mais parce que bon, au bout d'un moment, tu vas pas non plus tout faire tout seul. J'ai été au four et au moulin pendant des années, c'est épuisant. Faire le montage de tes vidéos toi-même, répondre à tout le support client, plus faire le... En fait, la création de contenu, créateur de contenu, c'est une activité qui demande des compétences tellement diverses et variées. Vraiment, tu as de tout à gérer. Donc, il faut quand même s'entourer. Mais moi, par exemple, je ne veux pas une grosse équipe. Je ne veux pas avoir des contraintes horaires. Je ne veux pas avoir des appels avec la France, tu vois, ou avec le décalage horaire. Il faudrait que je gère le machin. Donc, je me mets des limites, mais je me dis, avec ces limites-là, je vais trouver des manières créatives d'aller le plus loin possible. Et ça, c'est comme un jeu. Pour moi, je kiffe ça. Je suis quelqu'un de très minimaliste aussi. J'ai pas de... Un truc que je peux dire sur moi, c'est que je vis toute l'année dans des hôtels et des Airbnb. Et toute ma vie, elle tient dans une petite valise. Et ça, c'est un kiff personnel. J'aime bien la légèreté. J'aime bien, par exemple, si demain je check out de mon hôtel, je sais même pas où je vais, bah, je décide le matin en buvant un petit café, bah tiens, je change de ville, ah bah non, je reste là un peu plus, ou je change d'hôtel, ou je change carrément de pays. Mais j'aime bien cette flexibilité. Et ça, c'est quelque chose que je veux conserver et trouver des manières créatives, aussi peut-être exploiter les nouvelles opportunités qui arrivent. Tu mentionnais l'IA, c'est un truc qui m'intéresse. Et voilà, là, je suis en train de m'entourer de nouveaux prestataires qui ont des compétences un peu complémentaires aux miennes et qui surtout vont m'épauler sur ce que moi je n'ai pas le temps et le focus de gérer, sur tout ce qui est technique, opérationnel, etc. Pour que moi je me concentre vraiment sur à la fois ce dans quoi je suis le meilleur et ce que j'aime le plus faire, c'est-à-dire écrire le contenu. Voilà. Après, on va pas non plus monter jusqu'au ciel. C'est pas le but. Mais déjà, aujourd'hui, je peux dire que je suis satisfait de ce que je gagne, même si j'ai l'intention d'aller chercher plus, mais ça me va en fait. Je ne suis pas dans l'insatisfaction. Là, il y a plein d'entrepreneurs, je sais, tant qu'ils n'ont pas X, bah, ils sont frustrés. Ils atteignent X, bah, maintenant c'est Y, c'est X plus Y. Tu vois. Ouais, mais se satisfaire de ce que l'on a déjà, ça ne veut pas dire renoncer à des objectifs plus ambitieux. Tu peux très bien te détacher émotionnellement des objectifs, juste faire le boulot, faire ce que tu as à faire pour t'améliorer, parce que de toute façon, moi j'ai remarqué que je n'étais heureux que dans la croissance et quand je suis productif. Si je fous rien, au bout de 2 semaines, je vais sentir un vide. Et c'est pour ça, même aujourd'hui, je pense que je pourrais mettre toute ma thune dans des actions à dividendes et vivre tranquillou avec un petit loyer, tu vas faire ma vie pépère et rien glander. Mais c'est pas une vie, ça. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? C'est nul. Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? Lire des livres? Ouais, mais pourquoi derrière? Il y a un vide. Et donc, moi, je suis très heureux quand je crois. Quand je crois avec un accent circonflexe. Quand je suis dans la croissance, voilà. Ouais, en fait, on a tous un taux d'usure. Tu parlais, ouais, spécialement dans la création de contenu. Là, pour le coup, je diffère. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, et notamment moi, je suis un exemple, je parlais de moi là-dessus, où moi, j'ai eu un taux d'usure énorme. Aujourd'hui, par exemple, pour envoyer des emails, je suis pas allergique, mais j'ai dû en envoyer des dizaines de milliers, des emails. Aujourd'hui, envoyer un email, j'ai du mal. C'est un détail. C'est plutôt qui le fait. Non, c'est plus moi qui le fais, mais ce que je veux dire, c'est pas, peu importe. C'est pas là-dedans que je veux aller, c'est de dire, ouais, on a tous un taux d'usure. Tu vois, je pense par exemple aux mecs qui font créer plein de pages de vente. Très bien. Moi, quand je commence un projet, je me dis, j'ai un taux d'usure, j'ai une jauge et elle va être pleine. La question, c'est, est-ce que je mets du temps à la remplir? Est-ce que je la remplis vite pour passer à autre chose, etc., etc. On parlait entre nous de jeux vidéo, par exemple. Tu sais, est-ce que d'un coup, on va vite pas aujourd'hui, mais une autre fois, voilà, bon, peu importe. En fait, il faut faire ses choix en fonction de ça. Et ce taux d'usure, il arrive, quoi qu'il arrive, avec le temps, etc. Tu vois, la vie que tu décris, elle est très bien. Moi, je suis très admiratif de ça.
je veux pas ça. Je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et il faut être conscient aussi de ses forces et de ses faiblesses. Il faut être conscient de ce qu'on souhaite. Par exemple, tu vois, le minimalisme, moi je trouve ça très très bien. Il a ses limites aussi. Notamment quand tu as grandi ta famille, que tu commences à avoir, voilà, par exemple, tu vois. Attention, ça veut pas dire que tu peux pas être minimaliste. Je vais donner mon exemple de minimalisme. Alors, je vais donner mon exemple. Moi, j'avais une grande maison de 300 mètres carrés en France, etc. J'ai tout vendu, j'ai tout jeté, tout le reste, j'ai jeté, machin. On est parti avec 3 valises. Et donc, c'est du minimalisme si tu veux. Ou pas. 3 valises, c'est beaucoup, pas beaucoup. Bah, quand t'as un gamin, t'en as 2 pour la gamine. Voilà, tu vois. Mais t'as plus de mains pour les porter. Bien sûr, t'as plus de mains. Bon, on va dire ça, ouais. Disons que ta femme a moins de mains puisqu'elle a l'enfant dans le voilà, mais non, mais le gamin grandit. Ouais, bien sûr. Non, mais voilà, il y a du minimalisme comme ça. Et moi, en effet, donc cette liberté, elle peut prendre plusieurs aspects. Elle va prendre l'aspect, par exemple, du demain, on peut changer de pays. Elle peut changer d'école, on peut changer de lieu de vie. Elle peut, ma fille par exemple, tu vois, une forme de liberté, c'est elle est à l'école en anglais. Elle parle anglais, elle parle français. C'est une forme de liberté aussi à plusieurs égards. Parce que quand on switch, qu'on va à Dubaï par exemple et qu'elle parle avec des enfants, tu vois, c'est international. C'est une autre forme de liberté, tu vois. Et ça, et moi alors, forcément, après on n'a pas la même situation de vie, mais moi je me complais beaucoup là-dedans, tu vois, et ça, rien que pour ça, moi ça me suffit pour aller me battre, tu vois, en mode tu vois, voilà. Et pour moi c'est ça une forme de liberté, tu vois, même si je travaille, etc., que je vais pas moins voyager, etc., que ça m'intéresse pas trop parce que ça me saoule de voyager, moi faire les Airbnb et tout, c'est bon, tu vois, typiquement, tu sais bien, mais Dixit, le gars qui est dans un hôtel, mais tu vois, c'est une forme de liberté pour les autres par transfert, tu vois. Ouais. Bah, ce que tu décris, moi j'appellerais ça plutôt l'agilité, être capable de changer rapidement ta situation, t'adapter rapidement au contexte, à un contexte changeant ou à toi qui as envie de changer. Ouais, carrément. Et puis, effectivement, même si tu as une famille, ça crée de la complexité, mais tu peux gérer cette complexité toujours. Il y a toujours des stratégies. Mais après, évidemment, si tu te compares à un mec comme moi qui j'ai pas de gosse, voilà. Oui, mais se comparer n'a pas de sens. Voilà. Non, faut comparer des situations. Il faut comparer les choses logiques avec les situations logiques. Et c'est pour ça que j'interviens. C'est pour ça, en fait, c'est la même chose pour moi que les vues YouTube, etc. C'est ok, tu grandis, t'évolues dans ta chaîne YouTube, tu fais de l'argent, tu fais moins d'argent, il y a beaucoup de vues, il y a moins de vues, il y a machin. Ça c'est des trucs où en fait est-ce que c'est vraiment référentiel, est-ce que c'est un référentiel par exemple de voyager beaucoup, de pas voyager, etc. Et ça je le dis plutôt pour les gens qui nous regardent, c'est je vois trop de gens qui ça fait rêver, tu vois, des trucs comme ça, et moi je dis je sais pas, moi il y a des trucs, moi je suis très casanier, tu vois, moi je suis très heureux comme ça, et par contre il me faut une maison avec une bonne vue, un bon machin, ça c'est nécessaire forcément, c'est la base, dans ce cas là c'est important. Si ce n'était pas ça, alors probablement je voyagerais aussi et j'irais dans des, tu vois. Donc en fait ce que je veux dire c'est finalement cette liberté, tu vas créer la vie que tu as envie en fonction de ces leviers là, et c'est ça qui est bien sur internet, c'est que tous les leviers sont possibles, tu vois. Je viens pas du même point et pourtant on a finalement la même liberté, pas avec les mêmes aspects, mais on a une même forme de liberté, on n'est pas passé par les mêmes chemins et on n'ira pas aux mêmes endroits, mais par contre on aura toujours le tronc commun qui sera celui-là. Et ça, je trouve, c'est commun à tous les entrepreneurs. Et est-ce que ça vient, là je vais aller creuser un truc un peu, voilà, mais est-ce que ça vient d'un truc un peu plus dans l'enfance, tu vois, par exemple des problématiques, qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Je donne un exemple, j'avais accompagné un gars qui me disait que lui, son objectif numéro 1, c'était de se barrer de chez ses parents, absolument. Donc il a fait de l'argent, il s'est barré. Et en fait, après, il a dit, mais en fait, ça me va. Et il a eu du mal à les monter parce que, ça me va. Il faisait 10-15K par mois de marge et il disait, mais c'est bon en fait, ça me va. Et ça fait 7 ans, ça lui va. Tu vois, et tu vois, ma question c'est, d'où vient cette volonté d'aller chercher un challenge, d'aller te battre pour obtenir quelque chose, que ce soit des vues YouTube ou autre, une vie en Thaïlande, prenons plutôt les vies en Thaïlande que des trucs quantitatifs. Qu'est-ce qui donne cette envie par exemple de continuer à te battre? Est-ce que tu penses par exemple un jour retournant en France, imagine demain t'as plus d'argent, est-ce que pour autant tu reviens en France, est-ce que tu retournes chez tes parents? Quelle est cette logique? Tu peux reformuler vite fait? J'adore. Est-ce que... Excuse-moi. Je t'en prie. En gros, qu'est-ce qui donne cette volonté de te battre pour garder ce que tu as? Et si tu ne l'as plus, qu'est-ce qui continuerait? C'est quoi? D'où ça vient la chose qui te permettrait de continuer à faire en sorte de garder ton mode de vie, peu importe le niveau financier, etc. Tu vois. En gros, si tu reviens à 500 balles,
est-ce que tu retournes chez tes parents ou est-ce que tu restes ici et tu te bats pour rester ici et d'où ça vient cette volonté? Ok, j'ai mieux compris. Alors, en fait, moi, j'ai eu une grosse transition dans ma vie. Ça a été en 2017, 2016-2017. C'est quand j'ai arrêté mes études, j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'ai quitté mes addictions. J'ai eu ces 3 grosses décisions de vie qui sont arrivées sur une échelle de temps très réduite. Et j'ai arrêté de voir tous mes potes de fac, bon, je sais pas, je les aime bien, tu vois, mais je voulais plus faire la fête, je voulais plus sortir, j'ai arrêté de fumer des pétards, j'ai arrêté de me mettre des murges, de sortir, j'étais étudiant, donc voilà, c'était très festif. J'ai arrêté tout ça, je commençais à me lever à 6 heures du matin, à lire des livres de développement personnel, à passer à l'action, à lancer mon petit projet, ma petite chaîne YouTube, mon machin, et je suis parti en Asie. Et en fait, psychologiquement, il y a eu une rupture entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie. Mon ancienne vie, c'est en France. Ma nouvelle vie, c'est ici en Thaïlande. Et en fait, je me suis d'une certaine manière reconstruit ici. On m'a posé la question récemment, c'est comment est-ce que tu as géré le fait de partir loin de ta famille, de quitter ce que tu avais en France. Et la réalité, c'est que j'avais beaucoup moins de choses que les gens qui se posent cette question. J'avais coupé avec mes anciens potes, j'avais coupé avec un mode de vie. Et j'en ai construit un nouveau ici à l'étranger. Et quand je suis parti en voyage, j'ai voyagé, donc je t'ai dit, dans pas mal de pays d'Asie pendant 5 mois. Je suis revenu été 2017 en France. Je suis resté, je crois, 10 jours. Et je me suis rebarré, je suis allé en Pologne, visiter un peu, mais c'était plus possible. En fait, je suis rentré chez mes parents, chez mon père, dans ma chambre d'étudiant, où j'avais passé des années dans la médiocrité, à regarder des vidéos YouTube, à fumer des pétards, tu sais, dans le même endroit. Et j'ai toutes les émotions, l'état d'esprit qui revenait à moi. Et il a fallu, au bout de 24 heures, que je book un Airbnb dans la rue d'à côté. Je ne pouvais même pas rester ici pour la nuit parce que c'était trop négatif. Toute la négativité revenait. Et je pense que je ne pourrai plus jamais revenir en France pour cette raison. Je peux revenir pour des vacances, voir la famille un petit peu, bien sûr. Après, je préfère quand la famille vient ici, ma mère vient de temps en temps. Pour elle, ça fait des vacances, quoi. C'est plus sympa. Mais moi, vraiment, je me suis reconstruit ici. Aujourd'hui, j'ai plus trop de potes en France. Il y a toujours des gens que je pourrais voir parce qu'on se connaît d'Internet, mais mes potes sont ici. J'ai une histoire ici, ça commence à faire longtemps, ça fait 7 ans quasiment que je suis en Thaïlande. Je commence à être un peu... à partir de 10 ans, tu commences à être un ancien, quoi. Mais vraiment, ouais, j'ai appris la langue, je parle thaïlandais, je me suis intégré ici. Et aujourd'hui, tu me demandais si je repassais à 500 balles par mois, enfin, si je perdais tout, on va dire, je me refais ici. Hors de question. Je n'accepterai pas, c'est même une question d'ego, je pense. Je ne pourrais pas, en fait, je pourrais pas revenir dans mon ancienne vie. Revenir en France à travailler dans une boîte. Moi, j'aurais fini ingénieur informaticien avec un salaire moyen, c'est qui déjeune au flunch le samedi avec ses tickets restaurants. Je sais pas si ça existe encore ces trucs, mais un peu ce cliché-là du French Dreamer, hein, c'est ça qui m'attendait. Hein. Et c'est le chemin tout tracé. Mais ça m'a toujours répugné ce truc-là. Vraiment, j'ai trouvé toujours quelque chose de répugnant dans ce modèle. Je ne me sentais pas adapté à ça. J'ai jamais apprécié avoir de l'autorité au-dessus de moi. J'ai eu un petit avant-goût du salariat, très peu. Hein. J'ai un petit peu bossé salarié, mais je me suis vite rendu compte que c'était une extension des études. Hein. De toute façon, les études, ça te prépare à être salarié. Et je savais que jamais je serais heureux comme ça. Jamais. Et donc voilà, je préférerais même vivre dans la forêt, dans une cabane, et récupérer de la bouffe non mangée dans les supermarchés, tu sais, que d'être salarié dans une boîte et devoir me pointer tous les matins à 8 heures. Je préfère, ouais, même un mode de vie très bizarre m'irait mieux que le mode de vie banal, normal de monsieur tout le monde. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc ouais, c'est cette rupture émotionnelle dans la chambre de tes parents, c'est marrant. Ouais. Je vois très très bien la rupture que tu peux avoir. Moi, mes parents voyageaient beaucoup. Enfin, mon père était souvent muté. Et donc du coup, j'ai pas ce référentiel de, tu sais, j'ai pas une maison, tu vois, moi ça a toujours changé, toujours. Moi j'ai beaucoup déménagé aussi, ouais, dans toute ma vie. C'est aussi peut-être ça qui m'a un peu donné le goût du voyage, parce que j'ai beaucoup changé d'école, changé de ville. J'ai vécu 2 ans au Danemark quand j'étais petit, un peu en Belgique, ça. Donc c'est pour le travail de mes parents. Ouais, j'ai eu pas mal de mouvements aussi, et aussi peut-être pour ça que j'ai voulu explorer un peu le monde. Après le Covid qui nous est tombé sur la gueule, donc c'était un peu plus délicat. Mais avant le Covid, vraiment, je changeais de pays tous les mois. C'était rare que je reste dans un pays plus d'1 mois. C'était vraiment le cliché du nomade digital minimaliste, quoi.
Mais moi le premier déménagement que j'ai fait avec mes parents, je me rappelle, j'étais un peu traumatisé. Le premier, j'appelle ça le dépucelage. T'avais quel âge? Alors, j'avais 7 ans, mais le vrai réel, c'était à 13 ans. Ok. Et ça m'a vraiment. Tu sais, j'avais une copine, un machin. Et, Ah ouais, d'un coup. d'un coup, on t'arrache partout. Ouais, très très dur. Par contre, ça permet de découvrir beaucoup de choses. Et ma femme, pareil, la première fois qu'on est parti, parce que je l'ai arraché quelque part, ma femme. Pareil, l'expatriation de ton sol pur, tu vois, en restant en France, mais ailleurs, ça a été très dur. Et j'appelle ça un dépucelage. J'ai un dépucelage sur ce sujet-là. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu. Et oui, la haine, je la comprends, de ne pas vouloir revenir dans ce truc, de ces émotions, dans ce truc-là. Tout à l'heure, tu parlais du néon qui clignotait dans les salles de classe, etc. C'est marrant. Tu m'as dit ça, je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que souvent, dans la classe, moi, quand j'étais en cours, je regardais souvent les lumières et je me disais, putain, c'est fait hôpital et tout. Et tu vois qu'il y a des bugs dans la matrice, mais tu comprends pas où c'est. Et tu vois, tu es là, tu sais, et maintenant, ça me parle. Et oui, la volonté de se battre, moi, je l'ai pas développé spécifiquement. Moi, j'ai toujours su que il y avait un truc qui allait pas. Je me voyais pas. En fait, je me suis dit, mais je peux pas travailler comme ça. Je peux pas être commercial. Moi, je faisais des études de commerce. C'est l'horreur. Ah, voilà. Et je me disais, mais il y a un problème. Tu sais, c'est pas possible. Enfin, comment on buguait. Et je suis tombé sur, tu sais, les TikTok là avec la musique en ce moment, des nostalgies des années 90. Et je suis tombé, et tu vas comprendre. Je suis tombé sur un truc où il y avait des tasses noires et des assiettes noires. Et je me suis dit, putain, mais c'est les tasses que j'avais quand je mangeais dedans avec mes parents. Et en fait, j'ai vu d'où ça venait, je savais pas. Tu sais, je me suis jamais posé cette question. Ça m'a renvoyé à un truc. Mes parents cumulaient des points Esso. Esso, c'était les stations de service pour faire de l'essence. Et avec des points, t'achetais les assiettes et les tasses. Et je me suis dit, c'est ça en fait qui allait pas. C'est que mes parents cumulaient des points pour acheter des tasses, etc. Et c'est sûr, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais ça, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais très jeune, je me disais pareil, je comprenais pas. C'est-à-dire, j'étais là, mais pourquoi est-ce qu'on prend pas prendre le nom des assiettes et tout, tu vois. Moi, mes parents, mon père était cadre, ma mère cadre aussi dans un truc de banque, donc il n'y avait pas trop de problèmes d'argent entre guillemets, enfin si un peu quand même des fois, mais pas comme on peut imaginer des problèmes. Et du coup, ça m'a vraiment mis face à ça. C'est ce que tu dis, c'est l'émotion du tu vois, je retourne aujourd'hui quand je vais chez mes parents, cette tasse noire, elle y est toujours, tu vois. Et c'est ça, et c'est marrant parce que c'est très symptomatique. Tu vois ce que je veux dire, ça renvoie à des choses que tu n'as plus envie d'avoir. Et, en fait, un environnement dans lequel on a passé une période de notre vie, il y a des émotions, tout un mélange d'émotions qui y est associé. Et quand on se replonge dans cet environnement, les émotions reviennent. Et tu as beau essayer, si c'est des émotions négatives, des émotions paresse, procrastination, flemme, ce genre de trucs, c'est très dur de lutter contre ça. Très difficile. Et très souvent, les entrepreneurs qui font de l'argent, c'est des gens qui ont pu avoir des émotions comme ça. Exemple, un enfant qui est très bien avec ses parents, qui se passe super bien, il aime bien, il machin et tout ça. C'est quand même assez rare chez les entrepreneurs. Il y a toujours eu des cassures, des problèmes, tu vois, justement par rapport à ces émotions. Est-ce que c'est pas un vrai levier pour aller créer son indépendance? Est-ce que finalement c'est normal? Est-ce que c'est pas arrivé à tout le monde et est-ce que c'est pas le chemin logique? Est-ce que je pars un peu en live là, mais avec parents couilles, ça c'est. Mais est-ce que finalement on est condamné à devoir être indépendant, libre de ce qu'on fait? Parce que par exemple, typiquement, tu vois, tu t'es pas dit je vais avoir un travail pour avoir une maison parce que mon objectif c'est d'avoir une maison, tu vois. Parce qu'il y en a, leur objectif c'est d'être propriétaire, donc aller trouver quand t'as 18 ans, aller être salarié, ça me paraît évident. Si ton objectif c'est d'être propriétaire, tu vois, ça me paraît compliqué tu vas pas commencer à lancer un business, tu peux, mais voilà. Tu vois. Ouais. Pas de question particulière. Il n'y a pas de question. J'ai pas de question particulière. Non, je pensais que tu voulais interagir. Non. Et du coup, j'arrive sur la question. Tu vois. C'est est-ce que finalement, avec le temps, quand tu étais jeune, tu ne te voyais absolument pas salarié, tu te voyais forcément indépendant. Est-ce que tu avais ce prisme-là? Est-ce que tu te disais ok, le monde, la société n'est pas pour moi, mais est-ce qu'il y avait un travail qui te plaisait plus qu'un autre? Et tu te disais, tu parlais ingénieur tout à l'heure, je sais pas. Tu dis, j'aurais fini ingénieur, tu vois, j'aurais fini ingénieur. Ouais. Ok, tu vois, pourquoi? Est-ce que ça t'aurait convenu? Tu vois, moi, il y a des métiers, je peux dire, ouais, ça m'aurait convenu en tant que salarié. Pas le statut, mais le travail, tu vois. Pourquoi finalement t'es parti faire du marketing plutôt que, tu vois, d'être dans le développement, tu vois? Vas-y. Je pense qu'il y a beaucoup une question de contexte. J'aurais pu faire plein d'autres choses si le contexte avait été différent, si j'avais vu des opportunités différentes, à des moments différents. Il se trouve qu'un soir, en janvier 2016, je suis tombé sur des vidéos d'un mec qui faisait des vidéos depuis une plage, tu vois, tropicale. Et ça m'a piqué ma curiosité. C'est parti de là. Si l'algorithme m'avait pas mis sous mes yeux cette vidéo, je serais peut-être ailleurs. Je serais sûrement ailleurs. Sûrement pas en Thaïlande d'ailleurs.
peut-être en France, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Mais en fait, le champ des possibles est tellement vaste, il y a une grosse part d'aléatoire. Grosse part d'aléatoire dans toutes les décisions qu'on prend. Il y a un contexte qu'il faut prendre en compte autour. Sinon, par rapport à quand j'étais gamin, je ne savais pas trop forcément toujours ce que je voulais faire. J'avais des lubies, comme beaucoup de gamins. Quand j'avais 3 ans, je voulais réparer des chaudières parce que ça faisait du bruit, je trouvais ça impressionnant. Après, je voulais être paléontologue parce que j'aimais bien les dinosaures. Enfin, tu vois, c'est des lubies de gamin. Après, je voulais être testeur de jeux vidéo parce que j'étais un branleur. Donc, on a tous voulu faire ça, je crois. Mais en fait, plus j'ai avancé dans le temps, dans l'adolescence, tout ça, plus tu sens la pression de la société, de tes parents, tes profs, qui te poussent dans une voie toute tracée. Où voilà, c'est les études, t'es né dans tel milieu socio-professionnel, donc tu vas faire tel type d'études. T'es bon en maths, donc tu vas faire un truc scientifique. Tu vas surtout pas faire littéraire, même si t'aimes bien ça. Ah non, faut pas gâcher ton potentiel. Faut que tu sois ingénieur, faut que tu sois docteur, tout ça. Non. Donc j'étais très rebelle. Beaucoup de rébellion envers le système dans lequel je me sentais pas bien. Franchement, le formatage qu'on applique sur toi, c'est violent quand tu te sens... tu sens que c'est pas pour toi, ce modèle, mais on te force. Moi, j'aimais pas, par exemple, j'étais toujours assez bon en cours. J'étais dans le top 20%, on va dire, des élèves de la classe, mais je branlais rien. Les profs me détestaient. Parce que j'avais des bonnes notes, mais j'étais au fond et je dessinais. Parce que j'avais mes méthodes à la maison. Quand il y avait des examens, par exemple, à la fac, je n'étais jamais en cours, je séchais tout. Mais je ponçais les sujets des années précédentes pour faire ça en mode 20-80. Avant même de savoir ce qu'était la loi de Pareto, j'appliquais ça. Minimum d'efforts, maximum de résultats. C'est un petit peu ce qui nous ramène au minimalisme. Ça vient un peu de là. Et ouais, avec mes propres méthodes de travail, j'ai toujours réussi à m'en sortir, mais jamais en me calquant au modèle que le système impose, un peu le modèle par défaut. Et en soi, il y a tellement de personnes, tout le monde est unique. Il y a des gens qui arrivent à se conformer à ce système-là, ils sont compatibles. Ce n'est pas une question de jugement de valeur, c'est juste tu es compatible ou tu ne l'es pas. Mais il y a plein de gens aussi qui ne sont pas compatibles et qui sont frustrés, qui sont là, ils ont un taf de merde, ils doivent obéir toute la journée, lécher les bottes d'un patron qui leur casse les couilles, ils rentrent le soir et fument leur joint parce que leur vie est nulle. Donc ils fument leur joint, ils jouent aux jeux vidéo, et c'est une boucle. Et tu as la carotte qui te maintient dans l'espoir, c'est de moins en moins, mais tu as la débauche, le week-end, les vacances, la retraite. Plusieurs échelles de temps différentes. L'ultime, il ne faut pas y toucher, ça, c'est la retraite. Quand il touche, tu vois que ça enflamme les foules. Mais ouais, s'il n'y avait pas ces trucs-là, il pèterait un câble, je pense. Mais tu vois, on les maintient dans une illusion. Ouais, t'inquiète, tu as donné toute ta vie, mais à la fin, t'inquiète, tu seras bien. Tu seras vieux, tout ça, mais tu seras bien. Et en même temps, paradoxalement, le système te permet finalement, de par son fonctionnement et cette problématique, de créer le mode de vie que tu souhaites, celui que tu arrives à avoir. Donc c'est toujours une possibilité de réussir. Il faut se rendre compte aussi on aurait pu être des gueux du Moyen-Âge. On aurait pu être des serfs paysans qui n'ont aucune opportunité. On l'a été dans nos vies intérieures. Dans nos vies antérieures, si tu crois à tout cela, oui. Mais t'imagines, si toi, Cyril, tu étais né tout en bas de la société, en l'an 1500, qu'est-ce que tu aurais fait de ta vie ? Tu aurais labouré les champs. Ou alors tu serais parti en mode troubadour. Ouais, c'est peut-être mieux. Mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, tu peux tout faire. Mais après, il faut sortir les doigts du cul. Et aussi, la société rend les gens paresseux avec tous les TikTok, les trucs. Et tu as des gens qui s'enfoncent dans ce confort qui est comme un sable mouvant. Plus tu passes de temps dedans, plus tu apprends à te complaire dans cette médiocrité, plus cette médiocrité devient ton élément. Et c'est très dur d'en sortir quand tu as passé beaucoup de temps là. Moi, j'ai passé toute une partie de ma vie, adolescence, plus de vie de début, jeune adulte, dans cette médiocrité-là, mais je n'ai pas supporté. Au bout d'un moment, j'étais tellement au fond émotionnellement. Quand tu es au fond, c'est plus facile de rebondir. Mais ce qui est vicieux, c'est quand tu es dans un entre-deux. Ta vie est pas trop nulle non plus, un peu nulle, mais pas trop, ça va. Tu as ton abonnement Netflix, tu as tes petits avantages, tu as le café gratuit dans ton job salarié, là. Voilà, tu as tes collègues, tu peux parler de voiture, ça va vous amuser bien, mais ta vie est quand même un peu nulle, mais pas suffisamment nulle pour que tu te dises « je ne peux plus supporter ça ». En fait, tu prends la décision de changer ta vie et d'affronter toutes tes peurs, peur du regard des autres, peur de l'inconnu, d'échouer, enfin ça revient un peu tout au même, mais tu affrontes tes peurs quand la douleur de ta vie présente est plus forte que la peur
du regard des autres ou les peurs que tu as. C'est une question de balance émotionnelle. En fait, moi j'ai toujours eu très peur du regard des autres et je l'ai eu toujours quand je me suis lancé, quand j'ai montré ma gueule sur YouTube. Putain, j'ai eu peur qu'on se foute de ma gueule, on s'est foutu de ma gueule un peu, c'est sûr. Quand j'ai dû annoncer à mon père que j'arrêtais mes études, lui il mettait des espoirs en moi, j'ai eu très peur. Mais ma vie était tellement douloureuse émotionnellement, la situation était tellement insupportable que je ne pouvais pas faire autre chose que d'affronter ces peurs-là. Tu vois ? Ouais, je comprends, ouais, ça t'a remis... Ouais, en fait, ça vient toujours d'une rupture, c'est toujours la même chose. Cette rupture de j'ai plus le choix et je peux pas me permettre de vivre ce truc-là que je ne veux pas. Ouais, non, très bien. Non, bah, écoute, merci pour ce partage personnel que tu nous as fait. Merci sur la construction justement de ta vie. Je pense, pour moi, c'est peut-être le plus inspirant globalement. Ouais. Après que ça s'appelle YouTube, ça s'appelle je sais pas, publicité ou genre je sais rien comme truc, ou dropshipping même. Tu vois, le sujet c'est ça, c'est l'humain qu'il y a derrière. Le sujet c'est pas tant les méthodes que tu emploies pour t'en sortir. C'est comme un oignon. À l'extérieur de l'oignon, la couche extérieure, c'est moi je fais du dropshipping, moi je fais du YouTube, du Twitter, de l'affiliation, machin. Mais tu vois, on a tous un parcours aussi, il y a des raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait. On a voulu... À la base, je pense que tous les entrepreneurs du web, ils se sentaient incompatibles avec le modèle classique. Ça, c'est le dénominateur commun. Ouais. Ouais, non mais ça c'est sûr. Il y a toujours une volonté de s'en sortir de quelque part, de quelque chose. D'un truc, ouais, non ça il n'y a pas de sujet. Ok, bah écoute, merci Emilio. On te retrouve où, du coup ? Vu qu'on passe sur tes canaux, plutôt sur Twitter, parce que YouTube, c'est très grand public. J'ai 700 000 abonnés, je parle de mindset, développement personnel, productivité, des trucs un peu annexes de temps en temps, mais plutôt sur le Twitter, ou X, je ne sais pas comment on dit, parce que là, je parle plutôt de business en ligne, de création de contenu pour des entrepreneurs. Là, je pense qu'on est plutôt avec des entrepreneurs qui nous regardent. Oui. Et voilà, j'ai encore une toute petite audience. Le contraste est assez fort. J'ai 700 000 abonnés YouTube et 600 là, je crois, sur Twitter. Donc, je commence juste. Mais c'est très bien. J'aime bien cette plateforme. Donc peut-être Cyril mettra le lien là en dessous. Vous pourrez me retrouver. Voilà. Donner de la force, allez retweeter Emilio. Ouais, bien sûr. Merci Emilio. Merci de nous avoir fait preuve de tant de personnalité et d'être venu ici pour faire cette interview. Et écoute, merci beaucoup et puis rejoignez Emilio du coup sur Twitter et voilà, contenu forcément très intéressant et allez analyser plutôt justement ce qu'il est en train de faire sur Twitter et sa stratégie parce que je pense que d'ici quelques temps, ça pourrait être l'occasion dans quelques temps de checker, voir un peu comment t'es monté sur Twitter ou non d'ailleurs, les choix que t'as fait, les évolutions en fait, je sais pas, peut-être pas. Moi je pense que non. Non, je suis confiant, mais après je veux pas faire du mainstream sur Twitter. En fait, j'ai pas d'objectif de nombre d'abonnés. Je suis pas là, 100 000 abonnés. Non, c'est la qualité de l'audience. Je cherche la qualité de l'audience et je me freine moi-même parce que souvent quand je me lance sur un nouveau truc, nouvelle plateforme, j'ai tendance à vouloir partir dans des sujets un peu mindset, très généraux. Mais là, je me dis, ne fais pas trop ça parce que sinon tu vas attirer l'audience qui n'est pas intéressée parce que ce dont je veux parler sur le Twitter, c'est création de contenu et business en ligne, infoprenariat, etc. Non, mais t'as raison. Ok. Bon, super. Allez, merci beaucoup, Emilio. Merci Cyril. Et à la prochaine. Salut.